La première chose que je vais vous parler, c'est le C Sharp, la CLR et le CG. Donc vous avez... Non mais c'est bon, j'enregistre. Ah, Kevin fait des photos. Fais-toi plaisir, Kevin. Donc, le C Sharp, contrairement au C, c'est pas un langage qui est interprété directement par le système. Donc en C, c'était un point exe. Ce point exe là, il a été exécuté directement par le système. Là, en C Sharp, vous allez faire un point exe qui contient un bytecode ou un code, une sorte de code source, mais un peu plus niveau machine, donc un peu moins compréhensible pour vous, qui va être exécuté par une machine virtuelle qu'on appelle la CLR, le Common Language Runtime. Et donc cette CLR, elle exécute du code IL. C'est le nom du code. Donc on retrouve ça en Java, par exemple. En Java, vous avez la JRE, il me semble, Java Runtime Environment, c'est ça? Non, la JVM, Java Virtual Machine. Et donc en C Sharp, nous, à la place, on a la CLR. Donc forcément, on perd en performance, mais on gagne en possibilité de choses possibles, donc de choses à faire en fait. Ensuite, vous avez plus de pointeurs, on l'a vu dans la première partie, vous avez plus d'allocation de mémoire, vous avez plus de malloc, de realloc, de free, de tout ça, on n'en a pas vu. Par contre ça, c'est parce que le C Sharp a un garbage collector, ou un ramasse-miettes. C'est-à-dire, dès que vous allez faire un new, donc on reprend vite fait un truc là, bon, pire, je vais son code. Je vais utiliser le verre. Donc dès que vous allez faire ça, imaginons ici, vous faites new Toto. Le garbage collector ici, il va vous créer, en fait, lui il va s'occuper de vous faire votre new dans la mémoire, donc votre malloc. Et une fois arrivé à la fin de l'espace de vie de votre variable, donc là imaginons Toto il existe de là à là, vu qu'il est là, vu qu'il est déclaré ici. Toto ici là, le garbage collector il va le noter comme variable à supprimer. Et quand il aura besoin d'espace, il va supprimer votre variable. Donc vous ne contrôlez pas du tout votre vie de variable. Donc par rapport au C où vous disiez je crée ma variable, là je la supprime, là vous dites je la crée. Une fois que le C Sharp voit que vous vous en servez plus, il décide lui-même de quand il la supprime. Donc ça prend un temps. Ça c'est exécuté automatiquement par la CLR. Et ça va ralentir un peu l'exécution du programme, mais c'est contrôlable. Donc on peut utiliser, normalement c'est GC. Voilà, donc là c'est GC, c'est la classe qui gère le garbage collector, parce que vous pouvez quand même bidouiller dedans. Et si vous voulez absolument supprimer ou faire passer le garbage collector, normalement il y a un truc, c'est... Alors je le retrouve pas là, mais garbage collector ça correspond à l'allocation mémoire de votre programme. Donc voilà, c'est une chose à savoir du langage. La classe programme. Vas-y. Quand tu sors de ta classe, de ta méthode, Ouais. il le supprime direct en objet ou il attend toujours le programme? C'est ça vous le voyez en troisième année, c'est les algorithmes des garbage collectors. En fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il va noter ta variable. En gros c'est mieux, tu as un booléen qui est associé à chaque variable. Dès que assez régulièrement il passe sur toutes les variables, il voit si elles sont encore dans le cœur d'exécution de ton programme, s'il s'en sert encore, si tu as des références vers cette variable là. Si t'as mieux, regarde. Ici Toto, imaginons je fais Toto T égale new Toto. T il va passer dessus, tu vas être ici, il passe dessus, il voit que tu as T qui référence l'espace mémoire que tu as fait avec le new. Si tu passes là, T, il est plus, l'espace mémoire est toujours là, mais par contre T n'existe plus. Donc cet espace mémoire là, il va dire tiens, celui-là il est plus utilisé, je vais le marquer à supprimer. Et une autre fois il repasse. Ben, c'est mark and sup, attends, je dois pouvoir choper. Ça doit être comme ça, je crois. Si je peux vous choper un schéma. En français. Peut-être qu'avec un peu plus de chance. Tiens, voilà. Ah, ça c'est un peu plus compliqué. C'est tes espaces mémoire en fait, ça correspond aux espaces mémoire. Je sais pas jusqu'où ça va, mais. Donc voilà, là tu vois, là ici ça a été supprimé au fur et à mesure. Donc ça c'est de la mémoire qui a été supprimée, et normalement après il le recompacte pour... en gros, si ta mémoire il va stocker un truc, il va stocker un autre truc, il va stocker un autre truc, et tu vois, regarde, là il fait l'algorithme de compactage, c'est-à-dire qu'il va mettre une, deux, trois variables, la variable 2 elle supprime, il va se dire ok tu vois, donc celle-là je dois la supprimer, il continue son taf, il la supprime quand il en a envie,
il va se dire, ok, maintenant j'ai un gros trou entre mes deux variables, donc pour l'accès mémoire, ça prend plus de temps d'aller chercher la troisième, donc je vais prendre la troisième, je vais la décaler pour remettre proche de la première. C'est ça qui fait que ton programme est plus rapide. Sur le Java, quand vous aviez changé la liste en array, par exemple. La liste, c'est des trucs un peu partout dans la mémoire, l'array, c'est à la suite. Donc ça va vachement plus vite. Bon, après, vous irez voir un peu plus d'infos si ça vous intéresse vous-même. Donc, la classe programme, c'est le main en C. Vous vous souvenez du C, vous avez argc, argv. Vous vous souvenez à quoi ça sert? Non, vous avez jamais vu ça? Donc, argc, c'était le nombre d'arguments passés au programme. Et argv, c'était un tableau de char qui contient les arguments dans l'ordre. Donc là, vous avez directement, vu qu'on n'a plus vraiment de pointeur, on n'a plus besoin, on peut faire, pour récupérer la taille du tableau, on a juste à faire args.length. Et là, vous avez la taille, donc ça c'est argc en fait. Et argv, bah, c'est le tableau. Donc là, ici, si je veux... je veux vous faire un petit exemple. On le voit juste après. Normalement, de base, le programme sur Windows reçoit son chemin d'exécution. Donc logiquement, on devrait le voir, à moins qu'il soit pris par C# de base. Ça, je sais pas trop. Waouh, le temps qu'il met à compiler. Allez. Donc ouais, faut pas lui en demander trop, hein. Je suis en train d'enregistrer. Il va se fermer tout seul, voilà. Donc non, de base en C#, on reçoit, enfin, dans les langages, dans n'importe quel langage de programmation, quand vous lancez un .exe sur Windows, il reçoit un argument. Le premier argument, c'est le chemin d'exécution. En C#, le chemin d'exécution, donc là où est exécuté votre programme, donc si vous le lancez sur votre bureau, ça va être c:/utilisateur bureau, enfin, un truc comme ça. C'est environment.current directory. Donc là, c'est obtient ou définit le chemin qualifié complet du répertoire de travail actif. Normalement, c'est celui-là. Donc en C#, on ne le retrouve pas dans les args, mais en C, par exemple, on le retrouvait. Sinon, pour vous l'illustrer, on va rajouter des arguments. En fait, vous vous souvenez, quand vous faites ça, ipconfig, c'est un .exe, /all, ça va être le premier argument de votre ipconfig. Donc en fait, là, si ipconfig, c'est mon .exe à moi, le /all, ça sera mon arg. J'aurai juste à faire ça, et j'aurai mon /all. Vous voyez un peu le truc? Donc ça, c'est l'intérêt du main, vous l'aviez peut-être déjà vu. Maintenant, à quoi sert le main en C#? Et la classe programme surtout. C'est le point d'entrée. C'est clairement le point d'entrée de votre programme. Ici, ce que vous avez à faire, c'est new class, et vous bossez dans votre classe. Vous faites new votre classe. Donc on va commencer tout de suite. New jeu, on va dire. Voilà, il va pas connaître, hein, forcément. Nouvel élément. J'aurais pu faire ma classe. Donc voilà, vous faites ça. Et après, vous arrivez dans votre constructeur. Donc ça, vous êtes au point. Donc là, hop. Donc comment ça se fait que j'ai ça? D'ailleurs, ouais. Donc là, on a un namespace, vous avez vu, on avait un petit souci de namespace. Bon, il les résout automatiquement. C'est-à-dire que si je fais pas using conférence, donc le module... Ah oui, d'accord. J'avais fait une faute, en fait, en créant le projet. Et de base, il met un A. Et comme ici, j'étais dans le namespace avec un E, que j'avais corrigé à la main, il n'était pas inclus. Il n'est pas dans le namespace avec le E, il est avec le A. Donc il me demande de l'inclure. Bon bah, tant pis, hein, ça vous montre un peu comment ça fonctionne du coup. Donc voilà, ça le programme, c'est clairement ça doit être ça. Généralement votre programme doit ressembler à ça. Et après, vous commencez votre taf ici. En général. Si vous faites un projet avec des formulaires, des fenêtres, le new, ça sera une fenêtre. Ça va être votre fenêtre. Donc je vais peut-être lui en demander trop. Je peux augmenter la police si c'est faisable. Vous voyez pas en fond? Donc regardez, si je fais une Windows Form application toute simple,
il va vous créer automatiquement un formulaire. Donc il n'y a rien d'autre qu'une classe qui hérite de la classe formulaire. Enfin, s'il veut. J'espère que je vais pas vous taper le blue screen quand même. Ouais, comme à la soutenance. Donc là, on arrive direct sur notre forme 1. Chut. On arrive, on a notre formulaire 1 de créer. Et tu vois, le main, ici, il est un peu particulier. Donc ça veut juste dire que ça va être un thread, donc un exécutable bien spécifique qui va s'occuper de lancer des fenêtres. Ça, c'est pour... ça reste... Enfin, ça se lit comme du français, ça active les styles visuels. Donc ça, après, on sait pas vraiment à quoi ça sert. Vous verrez plus tard tout seul. Et application run, new form. Et voilà. Vous voyez un peu à quoi ressemble un programme de base généré par Visual Studio. Donc ça doit être vraiment très court. Au pire, ça m'est arrivé d'utiliser ici le programme pour faire des checks de quelle fenêtre je dois lancer dès le départ. Si mon programme a une fonction, par exemple, de se souvenir de l'utilisateur connecté, c'est ici que je pourrais, c'est pas encore, on aurait pu le mettre dans une autre classe, mais c'est pas trop gênant si on fait juste une vérification ici de si l'utilisateur est déjà connecté, alors je vais le reconnecter tout de suite et puis je vais lui lancer la fenêtre de le menu principal au lieu de la boîte de dialogue de connexion. Ok, vous me suivez? Ouais. Ok. Revenons à notre C#. Donc, en C#, on n'a plus de pointeur. Tout est copie ou référence. Donc vous vous souvenez, quand vous faisiez un int dans votre main, quand vous voulez l'utiliser, cet int-là, vous deviez passer le pointeur vers cet espace mémoire, vous alliez modifier avec un étoile plus machin, et vous reveniez, vous aviez votre variable de modifier. Si vous ne faisiez pas ça, ça faisait votre variable elle vaut 2, vous faites plus 1, elle vaut toujours 2. Vous vous souvenez de ça? Donc là, c'est à peu près valable. Donc, ma valeur elle vaut 2. Ah oui, mais là je suis dans une classe. Attendez. Donc là, je vais faire une valeur qui vaut 2. Logiquement, si je fais ajoute val et console writeLine val et que ici, bon, il ne connaît pas, il va me demander de la créer. Donc voilà, là vous voyez, on a une private statique, parce que forcément, vu que c'est du statique ici, j'ai pas le droit d'utiliser de méthode de ma classe, j'ai le droit d'utiliser que des méthodes sans instance, donc du statique. Void ajoute, donc là si je fais val++, qu'est-ce que j'ai? 2 ou 3? Pardon. Merde. Donc j'ai 2. Parce que comme on sait, on a une copie, en fait. Donc c'est-à-dire que là, votre valeur ici, il la prend, il la copie dans un autre espace mémoire, qui va être actif ici, et après il va supprimer cet espace mémoire. Maintenant, ça fonctionne, c'est de la copie, parce qu'on a un int. Ok? C'est un type de base. Imaginez maintenant, on va créer une classe débile. Dedans, on va mettre un... Voilà. Donc on change notre truc. Donc voilà, là, test, si je fais test.valeur, j'ai 2 dedans. Donc on va faire... Ici maintenant, on va faire un concept tac. D'accord. Donc là, ce que je fais, regardez, j'ai changé, j'avais un int avant. Là, j'ai créé une classe qui s'appelle testInteger. Cette classe-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stocke juste un public int valeur qui vaut 2. Donc ici, j'ai un test qui est une classe avec dedans un int qui vaut 2. Ici, ce que je fais, c'est que je vous montre avant la valeur de test.valeur, donc 2. Je vais faire ajoute test. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je lui passe ma classe directement, donc pas le int comme tout à l'heure, mais la classe qui contient le int, donc l'espace mémoire qui contient ce int.
ici, ce que je vais faire test. Donc ajoute, je l'ai modifié pour que en argument, ils prennent une classe test integer. Je prends la valeur, je fais plus, et je la renvoie et j'attends. Et je regarde le résultat. Là, j'ai une référence. La grosse différence, c'est que c'est une référence et plus une copie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que avec un int, j'ai eu mon int qui valait 2. Je l'avais là. Je suis passé dans le bloc ajouter. Donc ça, c'est ajouter. Ici, j'avais 2. Quand je l'ai passé ici, j'ai eu un deuxième 2 qui lui a été valable ici, dans tout ce code-là. Quand je suis revenu ici, j'avais toujours ce 2-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un autre truc. J'avais un espace mémoire contenant 2, donc, et d'autres choses. Donc ma classe test, testy, un test integer. Donc ici, j'ai créé la boîte, si vous aimez mieux. Ici, j'ai passé cette boîte, donc une référence vers cette boîte, pas la valeur intérieure, juste la boîte, l'espace mémoire. Je l'ai modifié le 2 en 3, j'ai fait plus 1. Je suis revenu ici, j'avais toujours la même boîte. Par contre, les valeurs à l'intérieur, elles ont été changées. Vous voyez la différence? Donc en C#, en fait, dès que vous passez des types de base, donc int, float, double, toutes ces choses-là, ça va être de la copie. Par contre, dès que vous allez utiliser des classes, ça va être des références. C'est assez important. Tout le monde a compris les références, la copie? Oui? Ok. Donc allez, c'est parti. On va utiliser nos connaissances. On va créer des classes, des interfaces, on va faire de l'héritage et du polymorphisme. Et on verra bien ce qu'on va donner. Donc on va essayer de créer un petit jeu. Donc, dans un petit jeu, on va essayer de faire un rendu. Je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner. Moi, mon idée, c'est de faire un petit jeu dans ce style-là. Donc j'ai ça. Non mais non. Ça, c'est l'affichage console que je souhaite. Donc là, je suis en train de réfléchir mon jeu. Merde. Putain. Et puis si j'appuie sur ça, ça va me... Hop. Donc ça va ressembler à ça. Ouais, ça va vous rappeler peut-être l'affichage guitare de votre jeu. Donc en fait, ça va être des cases où les bonhommes pourront vivre. Donc en gros, là, je suis sur un truc de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 sur 5. J'ai un plateau de jeu de 8 sur 5 qui va ressembler à ça. Donc ça va être quoi? Vous l'avez vu dans le prosite d'avant, c'est une présentation. C'est un affichage, c'est quelque chose qui va s'afficher. On va commencer par créer ça. Donc là, mon jeu. Dans mon jeu, je vais avoir un affichage. Donc c'est bien avec Visual Studio, quand tu connais pas les classes. Il vous permet quand même de les créer, même s'il ne connaît pas. Mais le truc, c'est que après vous avez juste à faire générer la classe, et vous avez votre classe. Donc ça m'évite de faire ajouter une classe, machin, etc. Par contre là, du coup, c'est moche. Donc, dans mon affichage, qu'est-ce que je vais vouloir faire dès le début, dans mon constructeur? Dès le début de mon affichage jeu, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Afficher un truc comme ça. Donc là, en fait, pour stocker ça, je vais utiliser un tableau de caractères, tout simple, tableau de char. Donc char, tableau, non, je sais pas, map, allez. Donc c'est du 19 par 11. Alors la syntaxe là par contre je sais plus trop. Ah ouais.
Donc voilà, là ça fait un tableau comme ça. Non, c'est pas ça. Ouh, ça me saoulait ça. Non, mais là, étant donné que je crée un truc devant vous, c'est pas évident. Je l'ai pas préparé avant. Donc, comment je déclare? Normalement, on déclare le premier, mais pas le deuxième, il me semble. Ouh, ouh, il commence à me saouler. Non, voilà, non, ça arrive quand vous changez de langage assez souvent. Je crois que c'est comme ça en fait. C'est ça? Attends, on va voir. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Je l'ai, c'est bon. Donc, ma map. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on alloue la mémoire un peu à l'ancienne méthode, avec les pointeurs, etc. Mais là, c'est un peu particulier, c'est un tableau à 2 dimensions. Donc, non, c'est 11 d'abord. Je vais prendre mes lignes d'abord. Ouais, mais je vais pas le faire en colonne, je vais le faire en ligne. Putain. Voilà, voilà, ça va. Voilà. Ah oui, on n'a pas vu for each. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir. C'est une boucle. C'est pour chaque, hein, c'est l'équivalent d'un for avec la taille du tableau dans le if, dans la condition du milieu. Donc, en fait là, je vais juste allouer mon tableau. C'est pas très intéressant pour le moment. Et on va faire un test, c'est que pour chaque ouais, donc for each. Donc for each, ça se lit pour chaque. Ça, c'est le type de la variable. Donc là, ma variable contenue dans la liste. Donc là, la liste, on est d'accord, c'est un tableau à 2 dimensions. C'est une carte, donc ça va être un tableau à 2 dimensions de char. Donc dans ma carte, j'ai un tableau à 2 dimensions. Pour chaque ligne, je vais avoir X colonnes. Vous voyez bien... Enfin, je sais pas si j'ai vraiment dessiné ça, mais... Donc là, ça c'est ma map. Pour chaque ligne, je vais avoir 3 colonnes. Donc pour chaque ligne, je vais avoir un tableau de colonnes encore. D'accord. Je vais avoir un tableau, un deuxième tableau, un troisième tableau, et j'ai un tableau de tableau. Ça va, je vous ai pas trop paumé. Donc là, ce que je dis, c'est que pour chaque tableau d'une dimension que je vais nommer tab pour le tour de boucle, dans mon tableau de tableau, je vais créer... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, je peux même pas. Oh, ça m'emmerdait ça. Ça marche ou pas? Ça va être chiant ça. Je peux pas initialiser. Donc là, le problème en fait, c'est que tab, ça va être une copie, il me semble, du tableau. Donc si j'initialise dans une copie, il va pas aimer. Donc faut trouver une technique, mais alors... soit une vieille boucle à la for, je sais pas si ça passerait. Non, 11. Ah, c'est bon, il bug plus. Ok, donc là je peux pas utiliser for each parce que justement for each me fait une copie pendant le temps de la boucle, donc je pouvais pas le new comme ça. Donc ok, ça plante plus. Donc là ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé mon tableau. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'afficher, donc on verra rien au début. Est-ce que j'ai un right... Non. Tu veux que je zoome? Faut le dire hein, s'il faut que je zoome. Ah oui, effectivement c'est petit. Donc, là,
j'ai créé ma première dimension, donc mon tableau de tableau. Là, je crée tous mes tableaux dans mon tableau de tableau. Ça va, vous me suivez? En fait, ce que je fais, c'est exactement, c'est je crée toutes les petites cases qui correspondent à un caractère. Hein. Pas plus compliqué que ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mon tableau de tableau. Donc je vais faire 2 for each pour récupérer un caractère du premier tableau du tableau de tableau. Mais de toute façon, ça, c'est pas trop important. Après, on ira sur les classes, etc. Normalement, ça, vous l'avez tous maîtrisé dans le premier projet C. Vous avez fait ce genre de choses. Vous avez fait des tableaux de tableaux pour afficher votre guitare, etc. Donc ça ressemble à ce que vous avez fait. Donc là, la technique, c'est que chaque ligne, je vais afficher le caractère à la suite. Et vu que je sais que la ligne, elle se finit à la fin de mon for each, je vais juste faire ça, et ça va me faire une nouvelle ligne. Donc là, si je teste, on va rien voir. À part qu'il va y avoir peut-être X espace. Voilà, vous voyez, mon curseur, il est là. Donc mon tableau, il s'est bien affiché au-dessus. Maintenant, on va essayer de remplir, de mettre les murs, on va dire. Les cases, quoi. Donc pour faire ça, je vais commencer à faire un peu d'objets. Là, j'ai tout fait dans le constructeur. Donc, je sais pas si c'est mieux ou pas. C'est que je vais créer un private, que je vais appeler, sans type de retour. Je vais l'appeler. Donc ça va initialiser mon affichage de jeu. Donc ça correspond à mon initialisation. Donc ça c'est... on va le laisser là. Ça correspond à quoi? Donc l'affichage il est là. Mon initialisation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucler un peu comme ça. Donc je vais boucler sur chaque case. Imaginons maintenant si je fais C égale... Bon, j'espère que ça va passer. Voilà, je m'en doutais. Donc je peux pas utiliser for each parce qu'effectivement c'est de la copie. Donc on va être obligé de le faire avec des vieux for. C'est pas grave. Pour être un peu plus propre, on va utiliser carrément la taille du tableau. Donc là c'est mes lignes. Ouais non, je vais pas modifier. C'est la taille du tableau. C'est-à-dire que là, le map.length, c'est exactement 11. Ça correspond à la taille du tableau. Mon premier tableau de tableau contient 11 tableaux de caractères, qui vont contenir chacun 19 caractères. Donc là, du coup, ça va être map i.length, vu que c'est un tableau de tableau. Donc là, je récupère mon premier tableau, je récupère la taille du tableau, et je bosse dessus. Et ça va nous permettre de faire des trucs sympas, d'utiliser un double for comme ça, après. Donc là, après, je fais map i o. Là, j'ai mon caractère, et je vais mettre un vieux truc pour le moment. On va réfléchir après de comment le générer. Et ça crache. Non, ça colle pas, Ça va, vous suivre. Donc là, en fait, j'ai créé mes méthodes, mais je m'en sers pas. C'était pour voir si vous suiviez. C'est le truc des profs hein, au lycée, quand ils se plantent. Donc, maintenant on utilise notre initialisation qui va passer là-dedans, et notre affichage qui va passer là-dedans. Ces deux méthodes-là, vous êtes d'accord avec moi, ça sert à rien que je les appelle depuis mon jeu. Ici. Donc là, en fait, ce que j'appelle, c'est le constructeur. Quand je fais new, ça passe dans le constructeur, donc je suis même pas encore ici. J'ai même pas encore atteint ce code-là. Donc là, hop. C'est ce que je voulais. J'ai mis des trucs partout. Maintenant, ce qu'on cherche à voir, c'est ce truc-là. Donc là, c'est pas vraiment des objets pour le moment. Hein. C'est surtout comment développer. Donc, une ligne sur deux, je veux que des tirets. Comment je fais ça? Donc là, ça va être une ligne sur deux, je vais des tirets, l'autre ligne, j'aurai rien.
Vous avez tous compris? Non, le modulo, ça vous va? Ok. Non, sérieusement? En fait, c'est le reste de la division. C'est en gros, si i vaut 10, pour aller... vous avez combien de... Enfin, non, si, c'est ça. Vous avez 5 fois 2, et il reste 0. Donc ça fera 0, donc ça sera bon. Donc imaginons, la ligne 0, modulo 2, combien de fois il y va 2? 0, donc il reste 0. 1, modulo 2, il reste 1. 2 modulo 2, il y va une fois, donc il reste 0. 3 modulo 2, il y va une fois, et il reste 1, etc. etc. D'accord? Ok. Bon, ça roule. Maintenant, on va jouer sur les colonnes. Les colonnes, c'est pareil, tous les deux. Je vais devoir afficher un truc. Donc, les colonnes, c'est quoi? C'est O. Là, j'ai mon tableau. On est d'accord? J'ai mon tableau, etc. Donc là, on est d'accord, c'est être 0, 0. Pour moi, ça, dans mon jeu, là, je suis en 1, 1, réellement dans mon tableau. Alors que dans mon jeu, je devrais être en 0, 0. Là, je devrais être en 1, 0. Alors que là, réellement, je suis en 4, 1. Donc ça, il va falloir que j'utilise un peu plus d'intelligence pour rendre mon objet agréable à utiliser. Donc je peux pas dire au développeur, bah voilà, devine les positions, quoi. Tu veux le mettre ici, ah bah c'est 4, 1. Bah, ah bon, vachement logique ton truc. Pour moi, c'est la case 1, 0, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une méthode qui va permettre de récupérer la case ou de la set. On va faire un getter et un setter, 2 cases. Donc on a un tableau. On va créer notre getter setter. Donc là, imaginons, on va les rendre publics. Celle-là, je vais la rendre publique parce que dans la logique de mon programme, c'est je qui va décider de quand est-ce que je vais vouloir afficher mon affichage. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais supprimer l'affichage du constructeur de mon affichage. Lui va représenter l'affichage et le jeu va décider de quand afficher cet affichage. Donc ici, public void set char un x un y. Donc, on est d'accord, ça c'est quoi de base? En encapsulation, en parlant d'encapsulation. De base, un attribut, il est quoi? Il est private. Donc je vais le noter, c'est logique, il est private. Donc on est d'accord que dans le jeu ici, je vais pas pouvoir faire même mon affichage. De toute façon, Visual Studio vous aide, il vous montre à quoi vous avez accès. Donc affichage, et tout ça, j'ai cette char. Les 4 autres méthodes, equals, getHashcode, getType et toString, c'est des méthodes qui sont héritées de objets. C'est-à-dire qu'en C#, en fait, toute classe que vous allez créer hérite d'objets, sans que vous l'ayez à écrire. C'est comme ça. Bon, on y revient un petit peu plus tard, je vous expliquerai ce que c'est que ça. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être set char. Donc logiquement, je veux 0, 0. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Le char que je veux mettre. Donc là, je vais mettre mon personnage en 0, 0. Donc logiquement, ça, ce que je veux que ça fasse, c'est ça. On est d'accord? Donc on va créer notre set char. Donc de base dans notre tableau, si on veut du 0, 0, on va se mettre en 1, 1, réellement, nous dans notre tableau. Si on veut du 1, 0, on va se mettre en 1, 1 et on va décaler 2 le x. Si on veut du 0, 1, on va se mettre en 1, 1 et on va décaler 2 le y. On est d'accord? Donc ça en code, ça donne quoi? Donc j'ai dit, de base dans notre tableau, nous... Ok, ok. Ah oui, ben. Donc de base dans notre tableau, on est en 1, 1. 0,
ces valeurs-là, on va y ajouter ce que je disais tout à l'heure, on rajoute 2. Et donc nous, notre tableau, on y accède après en faisant ok? Vous avez tous suivi? Donc logiquement, ça c'est mon mini algorithme pour remplir mon tableau. Donc là, si je compile sans rajouter de parenthèse, j'ai un P qui apparaît là où je veux. Non. Pourquoi? De quoi? Ah oui, voilà. Pourquoi je l'ai pas? Quelqu'un a une idée de pourquoi je l'ai pas dans mon tableau? Donc en fait là on est en console, c'est-à-dire qu'on l'affiche, on le modifie, si on le réaffiche pas, ça va pas changer. C'est pas magique. Donc là ce qu'on va faire c'est que notre affichage on va un peu le modifier, on va juste lui dire vous me dites hein, si c'est bon ou pas. Donc là de base dans l'affichage on nettoie la console, on l'a fait toute propre, toute noire, et on raffiche notre tableau. Donc là, dans notre jeu qu'est-ce qu'on a fait? On l'a affiché, on l'a modifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Le réafficher. Est-ce que ça fonctionne? Non. Effectivement. J'ai laissé ça. Donc forcément, l'affichage, il faut que j'appuie pour qu'il s'affiche. Donc là, on a bien notre P. On va faire un petit test. Hein. Allez. Qu'est-ce que je voulais? Oui, là. On va changer, on va mettre en 5,5. 5,5 c'est pas trop grand j'espère. Si. Donc là, l'index se trouve en dehors des limites du tableau. J'ai dépassé mon tableau d'un côté. Je crois que je l'ai dépassé en bas. Si on compte, on en a 5, sachant que ça commence à 0. Je suis ici, là. Je suis là où j'ai mon curseur. Donc faut que je mette 4, 5. D'ailleurs, ça me rajoute quelque chose. Mon tableau, il fait 5 en Y, c'est ça? Non, si, en Y. Donc, si Y est supérieur à 5, ou c'est non, 11 c'est divisé par 2. 8. On en a 17. 8 et 8, 16. Donc ouais, vu qu'il y en a un de chaque côté, c'est ça. Donc, supérieur à 8, c'est ça. Vu qu'on commence à 0, c'est 7, hein, le maximum. Ou x inférieur à 0. Ça, je return. Vous l'aviez déjà vu ça, un return dans un void? Non? Ça arrête le programme. Non. Ça arrête la méthode. Ça sort de la méthode. S'il passe ici, il va arrêter la méthode. Donc là, il n'y a rien qu'à changer. Normal. J'étais en dehors des gonds. Je le mets en 4-4, ça devrait passer. Voilà. Il est bien en case. 4 en haut, 4 en bas. Je laisse vérifier. Non, il est en 5. Ouais. De quoi? Non, là c'est moi qui me suis fait avoir. Non, mais ça c'est des trucs qui se règlent. Donc attends, vas-y. On va mettre un break les Américains ou... Je sais pas. Non. Un break ça s'utilise dans un switch. Non, condition non. Non, ouais, non, que dans un switch ou dans une boucle. C'est ça. Donc, return. Je t'entends pas, parle plus fort. Ouais, voilà, bah tiens. Un truc plus propre, il vient de me le dire. Là, mon 5 et mon 8. Bah ouais, mais le truc, c'est que ça va être un peu ennuyant à faire. Parce que je suis à 11 en fait.
Oui, avec un moins 1. Ah oui. Ouais, fait 11 divisé par 2. En gros là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que si mon tableau il change, imaginons mon affichage, il est plus de cette taille-là, il grandit. Ça là, ça sera plus valable. Donc vu qu'ici j'ai 11, je sais que c'est 11, et là c'est 19, j'ai mis 5 et 8. Donc c'est moins 1 et divisé par 2 en fait. Non, si. Modulo 2. Divisé par 2 en fait, ça les divise par 2. Divisé par 2. C'est un sale, Enfin bref, on va le laisser comme ça, on va pas se prendre la tête. On va passer sur de l'objet maintenant. Donc, on va commencer à vraiment faire du dev objet, parce que là on a mis juste en place notre plateau. Maintenant on va faire des personnages. Un personnage, ça se symbolise par quoi? Une tête, on va dire, hein, comment on va le représenter. D'accord. On le représente. Donc ça c'est du private. On peut avoir quoi d'autre de la vie? Des positions. D'accord, on a tout ça. Donc là pour le moment ça ressemble à une struct. Sauf que là j'ai utilisé un peu d'initialisation en live. De base je peux le mettre à 0,0. Maintenant ça c'est quoi? C'est encapsulation, c'est toutes ces variables là elles sont private, donc je peux pas y accéder pour le moment. Donc on va faire des... en fait on verra l'héritage un tout petit peu après. Donc là je vais passer sur les getters et setters. Donc ça va rendre accessible nos variables private. On va utiliser des propriétés. Et que sont également réellement les propriétés sur Visual Studio et le C#. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir besoin juste de la représentation pour le moment et du X et Y. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer plusieurs méthodes. Donc je peux faire le bon getter comme ça. Ça c'est un getter fait à l'ancienne méthode où moi je le tape. Donc là, il manque le char. Et je fais représentation égale R. Voilà. Donc là, ça c'est un getter setter à l'ancienne méthode. Maintenant, l'autre méthode, c'est une propriété. Ok, non, c'est pas celui-là. Non plus. Non, propre là, ça me fait ça. Ça, c'est une déclaration un peu particulière. Ça déclare la variable plus sa propriété. Moi là, je veux juste une propriété. En fait. C'est pour ça que j'utilise pas celui-là. Je cherche celui-là. Non. Propre full peut-être. Voilà, là vous l'avez. Celle-là, là, il y a la déclaration à part de la propriété. Donc on peut la mettre avec ou là. Et là d'ailleurs on voit un truc, c'est le get, le code du get c'est return myvar, donc qui référence ça. Et le myvar égale value. Le value en fait c'est exactement la même chose que ça. C'est comme si j'avais mis value ici et que j'utilisais représentation égale value. Donc là ça j'en ai pas, je m'en fous. Moi j'utilise une propriété qui est un char, donc sur la représentation, donc sur un caractère. Ici je n'utilise pas myvar mais représentation, donc je renvoie représentation et je mets la valeur dans représentation. Et ça, je vais l'appeler représentation. Voilà. Donc maintenant, dans mon jeu, je vais créer un personnage en attribut. Et mon P. Ici, vous voyez, j'ai une clé à molette. La clé à molette, ça représente les propriétés. Vous avez les méthodes, c'est les petits cubes violets. La clé à molette, c'est les propriétés. Et vous avez les petits carrés de travers. Je sais pas, il suffit juste que je rende une. Donc là, si vous avez par exemple un attribut public, vous allez avoir vie avec un petit carré comme ça. Donc, ce
qu'on va chercher à faire là, c'est de l'afficher dans notre tableau. Donc ici, je vais plus afficher P, mais je vais afficher un personnage. Et je vais l'afficher aux coordonnées contenues dans la classe personnage. Donc là, je vais rajouter vite fait le... Je peux pas les générer, tiens. Donc ça, c'est Visual Studio un peu cheaté. Hein. C'est-à-dire qu'on peut... Il nous le fait à notre place. Il nous crée nos getters et setters à notre place. Donc tu sélectionnes ta variable, tu lui dis clic droit, réfactoriser, encapsuler le champ. Donc faire une propriété sur un champ, ça s'appelle encapsuler le champ. Donc là, ça y est, on a nos deux getters et setters sur nos x et y. On a notre getter et setter de représentation. Donc là, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est plus vraiment un set char, mais c'est un set personnage. Donc là, on va récupérer notre méthode setChar. Elle nous sert plus. On la passe en private. Par contre, elle va nous servir. Le personnage, on a un X, un Y et une représentation qui est un char. C'est exactement la signature de celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? setChar. Donc là, vous voyez, on commence déjà à utiliser un peu plus de puissance de l'objet. C'est qu'on va utiliser une méthode qu'on a déjà faite en private, donc en privé au sein de la classe, pour avoir un autre comportement, positionner un personnage. Donc là, il est de base, mon personnage, il ressemble à un P, il est en 0,0. Si j'utilise ici, là tu vois, j'ai un petit problème, est inaccessible en raison de son niveau de protection. Donc son encapsulation elle est en private, donc je peux plus m'en servir. Par contre j'ai accès à donc mon personnage P qui est déclaré ici. Je vais l'afficher. Donc hop, tac, j'appuie sur entrée, j'ai mon P. Donc vous voyez là j'utilise quasiment plus de coordonnées. Si je veux bouger mon personnage, donc là on va avoir un petit bug d'affichage mais c'est pas grave. Parce que mon personnage, quand je le bouge, il va changer la valeur de la case. Si je le bouge, la valeur de la case sera changée, il va changer notre valeur de case. D'accord? Vous voyez ou pas? Vous allez voir. Je vais changer son X. Et je vais remettre le personnage et le réafficher. Donc là, je ne l'ai pas. Là, je l'ai en 0,0. Maintenant, je l'ai en 2,2. Vous voyez, en fait, il ne supprime pas son ancienne position. C'est juste ça le souci. C'est un problème. Donc, ouais, ce qu'on peut faire, c'est pour pallier à ce problème là, c'est le must, ça serait de créer, enfin, c'est pas le plus optimisé, mais on peut créer juste vite fait une méthode reset personnage. Alors, qui va juste faire un setChar. Tu vas laisser juste un espace. Donc là, ça me permet juste de faire... Avant de bouger mon personnage, je fais mon affichage. Je mets des simple codes parce que je suis sur un char et non une chaîne de caractères. Je suis sur un caractère et pas une chaîne de caractères. Un caractère, c'est une simple code. Une chaîne de caractères, c'est plusieurs codes. De toute façon, je te montre juste après. Donc là, il se déplace. Donc là, c'est pas forcément très pratique de faire ça comme ça, mais pour le moment, on va le laisser comme ça. Donc là, en fait, si je mets ça, regarde. Il va me dire, je ne connais pas ta méthode. Il me dit, génère une méthode, tu vois, j'ai un int et une string, une chaîne de caractères. D'ailleurs, donc on a vu les getters et les setters. On va voir l'héritage et le polymorphisme maintenant. Du coup, il faut que je remodifie ça. On va avoir un personnage. Maintenant, je veux que mon personnage, ce soit un guerrier. Pourquoi pas, hein. Donc, je vais ajouter une classe. Je veux que mon guerrier, ce soit un personnage. On est d'accord? Donc, on va faire quoi? Comment on fait de l'héritage? Tu fais un 2 points et ensuite tu mets le nom de la classe que tu veux.
Donc là, ça va être un guerrier qui est un personnage. Donc imaginons, je vais avoir, comme dans toute classe, un constructeur. Ici, j'ai accès à quoi? Tout ce qui est dans le personnage. Donc là, normalement, si je tape représentation, hop, je le retrouve. Je peux faire égal G. Et donc là, imaginons, j'ai un guerrier. Ma vie, j'ai plus de 100 de vie. Vie, c'est en private, j'y ai pas accès. C'est dommage. On va le mettre en protected. Pour le moment, on l'externalise pas. Donc, hop, je l'ai. Et vous voyez, là, j'ai une petite étoile, c'est-à-dire que c'est protected. Vu que c'est un guerrier, on va lui mettre 50 de vie en plus, voilà. C'est quoi? On peut pas hériter. Si on hérite une classe, on récupère pas ses ils existent, mais on n'a pas accès dans la classe enfant aux attributs private, du parent. Avec le protected. S'il est protected, je peux faire vie plus égale. Juste avant, il était private, je pouvais pas. Mais c'est quoi la différence avec le public? La différence avec le public, c'est que ici, dans toute autre classe de mon jeu, je pourrais jamais faire p.vie. Je l'ai pas. Je pourrais pas changer p.vie égale 2 si je veux lui mettre 2 de vie. Il veut pas. Est inaccessible. Là, je suis sur un personnage. Maintenant, regardez. Je ne bouge pas. Je ne change rien dans mon code. Vous êtes d'accord? J'ai rien changé. Je fais juste ça. Il n'y a rien qui change. Ça ne bug pas. Parce que guerrier a toutes les capacités d'un personnage en fait. Enfin, c'est la même chose qu'un personnage. Et si je l'affiche, qu'est-ce qui va se passer? Ça va marcher. On va avoir un jeu. On va avoir un jeu, il aura 150 000. J'ai un guerrier. Vous voyez un peu la puissance de l'héritage ou pas? Et il se déplace. Donc il fait la même chose qu'un personnage. Il a un X, un Y, il a une vie améliorée, il a une représentation différente. Vous pouvez imaginer maintenant dans vos jeux comment ça fonctionne. Non, c'est autre chose. Donc là, on a utilisé une sorte de polymorphisme, pas vraiment en fait. C'est l'override, on ne l'a pas utilisé. De quoi ça? Non, il y a 3 polymorphismes. Vous en avez un de base dans Visual Studio, enfin dans C#, le polymorphisme que vous voyez tout le temps de partout. Attendez, hop, je me mets à un endroit. C'est celui-là. Tous les objets en C#, ils ont un toString. Ça, c'est un polymorphisme. C'est un comportement égal pour toutes les variables, toutes les classes. Maintenant, imaginons, justement, on va s'en servir de ce polymorphisme. Je vous ai dit quoi? On va en utiliser 2 d'un coup. Il y en a 3 de polymorphisme. Il y a avec classe 1 et classe enfant qui implémentent la même méthode. Tout à l'heure c'était écrit. Voilà celui-là. On a classe 1, classe 2 avec du toString, celui qu'on est en train de voir là. Pareil. Et classe 1 qui implémente cri sans paramètres et cri avec paramètres. Donc ça c'est les 3 types de polymorphisme. Donc là on a celui-là tout le temps, obligatoirement dans C#, celui-là il est tout le temps utilisé, le toString est disponible sur tous les objets. Maintenant on sait que, je vous ai expliqué tout à l'heure, en C#, il y a la classe object, et n'importe quelle autre classe va hériter de cette classe. D'accord? Donc elle va avoir, dans object, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toString, equals, il y a 4 méthodes en fait de définir. Donc celle-là va obligatoirement avoir les mêmes choses que celle-là. D'accord. Donc elle aura le toString. Le toString de base ça renvoie à une chaîne vide. Maintenant, on va utiliser, donc celui-là on l'utilise obligatoirement, on va utiliser celui-là. On va remplacer la classe objet, la méthode toString de l'objet dans notre personnage pour écrire je suis un personnage. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un public, parce que c'est une void. Ça doit être avant. Voilà. Override. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah merde. Voilà. Là, il me propose directement les méthodes que je peux override de mes classes parentes. Donc, je suis dans personnage. Ma classe parente, c'est object. Je l'ai pas en héritage ici, parce que c'est de base dans Visual Studio. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc. Donc là, qu'est-ce que je veux override? toString.
Base.toString, ça vous rappelle pas quelque chose? Tout à l'heure, à écrit, je vous avais dit d'abord on affichera coucou, ensuite on pourra afficher WAF. Base.toString, ça va appeler objet.toString, ça va appeler le code qui est dans objet, dans son toString. Nous là, ça nous intéresse plus ça. On va remplacer ce comportement. On va mettre notre comportement dessus. Je suis un personnage. Donc là, imaginons, on va prendre notre jeu. Je vais commenter ça vite fait. On va revenir avec un personnage. Donc je change mon attribut pour un personnage. Je fais un console. Le toString, on l'a obligatoirement. Merde, à chaque fois j'ai... Comment il fait pour se glisser à chaque fois? Donc là, ce que je fais, c'est que je dis à mon personnage de s'afficher avec son toString. Là, vous avez, je suis un personnage. Logique. Maintenant, là, on a déjà utilisé une fois le polymorphisme de remplacement de méthode. Donc on a la même méthode. On va aller un peu plus loin. Notre guerrier, c'est un personnage, mais en plus de ça, c'est un guerrier. Donc j'aimerais bien ici... Je suis un personnage et je suis un gars. Voilà, exactement. Donc là, si je change, qu'est-ce qui va se passer si je le laisse comme ça et que je mets juste guerrier? Il va dire, je suis un personnage. Forcément, il implémente le comportement de son parent. Il hérite de son comportement. Donc, il hérite. Implémenter sur les interfaces. Ouais. Là, on va encore une fois refaire ce polymorphisme. Donc, public, ride, string. Ça, c'est le comportement de base. Donc là, si je change pas... ok. Maintenant, je vais juste rajouter... Je veux lui dire, je suis un personnage. Et je suis un guerrier. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un personnage et je suis un guerrier. Maintenant, changeons tout à l'heure. Je vous ai parlé de... Quand je parlais d'interface, de la base de données qu'on avait juste à stocker dans le nom de l'interface... Et après, on pouvait faire égal new Oracle ou égal new MySQL. Mais c'était la même classe. Un personnage, on sait que c'est un toString. Donc là, ici, on sait que mon guerrier, c'est un personnage. C'est au moins un personnage. C'est plus qu'un personnage, mais c'est au moins un personnage. Si ici, je mets personnage, qu'est-ce qui va se passer là? Concrètement, en mémoire, je vais avoir un guerrier, mais je vais connaître, à l'exécution, le comportement d'un personnage. Personnage, il implémente un toString. On est d'accord? Mais en mémoire, mon objet, c'est un guerrier. Donc, il va utiliser le même toString, parce que lui, en fait, il va chercher à appeler celui-là. Sauf que celui-là, il aura été remplacé, vu qu'il est override, par celui-là. Donc, malgré le fait que je le stocke... Regarde. En tant que personnage, c'est un guerrier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis un personnage et je suis un guerrier. On garde le comportement de la classe enfant, alors qu'on le stocke dans un objet de type parent. Vous voyez un peu l'intérêt de l'héritage? Donc c'est-à-dire que là, ça va me faire une belle intro sur un autre truc, ça. 16h16, ça va, on avance bien. Je veux un mage. Hop, mon jeu, mes joueurs, ils sont chiants, ils veulent des mages. Parce que les mages, c'est shit, machin, etc. Donc, mon mage, ça reste quoi? Un personnage. Je veux qu'ils disent que c'est un mage quand on lui demande son toString. Donc là, ce que je fais, c'est que je concatène des chaînes de caractères, hein, rien de plus compliqué. Je vais changer sa représentation. Hein. Je vais mettre un M. Et donc là, maintenant, j'ai de quoi créer des mages et des guerriers, on est d'accord? Donc on va un peu arrêter avec ça. Imaginons mon jeu, il va y pas y avoir un seul bonhomme dans le jeu, il va y avoir plusieurs bonhommes. Donc on aurait pu les stocker comment en mémoire? Avec une interface. En mémoire, les stocker en mémoire, je parle pas coder. Hein. Donc vous auriez fait comment pour stocker plusieurs entiers?
Un tableau d'entier. Donc là, on peut faire un tableau de personnage. Ok. Donc il est possible de faire un tableau de personnage. C'est un type personnage, donc on peut faire ça. Il n'y a pas de souci. Après, on pourrait créer notre tableau, y affecter des trucs. Sauf que là, on va passer sur autre chose. Donc ça, on l'a vu. Je vais vous expliquer juste vite fait, je reviens sur autre chose. Je fais un petit zoom en arrière. Vous vous souvenez de ça, des propriétés? Vous vous souvenez de celui-là, là? Get représentation, set représentation. On a une propriété qui fait la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, regardez ce que fait le compilateur Visual Studio. Merde, c'est pas celui-là. Donc ça, c'est un décompileur. C'est ce que vous parlez. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la CLR, de la machine virtuelle qui exécute le code C#. Donc c'est que ce code C#, on peut le voir quelque part. Donc ça, c'est un logiciel qui permet de voir le code C#. C'est fourni avec Visual Studio, ça s'appelle ILDASM. Donc IL pour le langage de compilation, exactement. Donc dans mes projets, je vais retrouver mon .exe. Donc ici, conférence. Dedans, j'ai mon namespace avec un A, mon namespace avec un E, parce que je m'étais planté. Donc là, on retrouve programme avec son constructeur et son main. On peut pas voir, enfin, on peut voir le code. Voilà, après, c'est un peu... ça, c'est le IL. Ça, c'est le code que ça génère quand vous compilez sur Visual Studio. Maintenant, regardez bien. Dans notre classe, on était dans la classe personnage, on a fait un représentation. Regardez bien maintenant, personnage, regardez ce que j'ai ici. Get représentation, set représentation. J'ai exactement ça. En fait, ce que fait Visual Studio quand vous créez un get set comme ça à la rapide, hein, avec une propriété, il vous génère le code de get, et j'ai getx, gety, setx, sety. Donc là, ce qui fait que, si je tape c'est pas ça. Il me manque un truc. Ah oui, non. Oui. Donc je refais mon getter juste comme celui-là, pardon. Sauf que vous avez vu, ici le nom get-du-bas, représentation avec une majuscule. Je le fais, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas. Donc là, si je compile, normalement il devrait me dire non. La liste d'erreurs, je vais avoir... réserve déjà un membre appelé getReprésentation avec les mêmes types de paramètres. Donc concrètement, vous avez tapé ça. Vous voyez, là, il y a une petite réserve déjà un membre. Vous avez deux fois la même chose. Donc soit vous pouvez utiliser ça, soit vous pouvez utiliser ça. C'est la même chose. Donc voilà, un petit point en plus. On va revenir à notre histoire de personnage et notre tableau de personnage. Ah, on va passer. Voilà. Donc en C#, on a des listes. On peut créer des listes. Vous avez des tableaux. Imaginez un tableau de 5 personnages. Du jour au lendemain, vous en avez besoin de 6. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez changer votre tableau, rajouter une case, réallouer de la mémoire, on sait, etc. En C#, il y a un truc qui vous automatise toute la tâche. C'est une liste. La liste, c'est une liste d'objets. La hashtable, donc une liste, c'est la classe de base abstraite. Et l'ArrayList, c'est l'implémentation de cette classe. Donc ça, c'est du C#, après vous irez voir vous. La hashtable, c'est presque la même chose d'une liste, sauf que c'est une liste à clé-valeur. C'est-à-dire que la hashtable, donc c'est un dictionary, ça va être une clé qui correspond à une valeur. Donc 0 va correspondre à mon personnage 1, enfin 0, 1 va correspondre à mon personnage machin, 18 ça va correspondre à l'entrée de ma table X, etc. Ouais, de quoi? Donc, non, je vais pas faire ça. Donc les listes, le mot-clé du langage for each, qui est super intéressant, sur les listes. Donc maintenant, dans mon jeu, je veux une liste de personnages qui soit modifiable. Donc liste. Donc là, il connaît pas. De quoi?
Des arguments de type 1. Mais ouais, mais je veux que tu me l'inclues. Putain. C'est parce qu'il connaît pas le truc en fait. Ouais, liste tout court. Oui, mais... C'est en Java, mais c'est en C# aussi apparemment. Ça doit être l'inverse, c'est ArrayList qui est... Enfin... Donc là, on a une liste de personnages. Cette liste, c'est un objet. Donc là, si je fais ma liste... Est-ce que je peux m'en servir là, actuellement, de mon objet? Reconcentrez-vous, s'il vous plaît. Non. Faut faire quoi pour pouvoir s'en servir? Voilà. Un new. Ça a beau être une liste d'objets, faut quand même la new. Et ça utilise quand même un constructeur. Donc là, la syntaxe un peu particulière que vous voyez, c'est la classe liste et le type d'objet que va contenir cette liste. Entre chevrons. Donc là, vous pouvez mettre int. Ça va être bon. Normalement. Si vous avez une faute, c'est qu'il faut mettre integer. Oui, non, ça oui, après je... Ouais. Donc là, on peut mettre n'importe quel type, ça va être une liste du type qu'on décide. Donc là, moi, je veux une liste de personnages. J'ai ma liste. Ma liste, comment on s'en sert? Pas très compliqué. Voilà. Vous avez add. Regardez, ça ajoute un personnage, et ça demande... Vous voyez pas... Là, ça demande un personnage en argument. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un personnage. Mais ma liste, c'est des types personnages. Donc on va pouvoir ajouter quoi aussi? Un guerrier ou un mage. J'avais oublié les parenthèses du constructeur. Et on va pouvoir ajouter un mage. Donc là, j'ai ma liste de joueurs, on va dire. Hein. Ça, vous vous souvenez du for each de tout à l'heure? For each, je l'utilisais sur un tableau. Maintenant, en C#, les listes, on peut aussi utiliser sur les listes. Donc j'ai juste à taper for each, var item, donc ma... Ah oui, non, ça c'est moche. Donc là, ça va être un personnage, mon personnage P, dans ma collection. Ma collection, c'est quoi ici? Et donc là, j'ai juste à faire ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous le donne en 1000. Ça a bouclé sur ma liste. Et ça a affiché à chaque fois la méthode toString. Donc ça, c'est les listes en C#, ça s'utilise super, c'est super sympa, ça s'utilise bien. Prenez l'habitude de vous en servir. Niveau performance, c'est pas le plus optimisé. Un tableau de personnages, ça reste quand même plus pratique. Parce que là, la liste va autogérer la dimension de votre liste, va réserver à l'avance des espaces mémoire pour stocker des personnages, et va faire tout un travail que vous pourriez faire avec un tableau et pour optimiser en fait. Donc utilisez-les à bon escient, surtout dès que vous allez faire du graphique, vous allez faire un formulaire. Une combo box, vous voyez tout ce que c'est? Une liste déroulante. Quand vous faites je suis né en 1999. Tu verras qu'après ça s'appelle combo box, donc je disais celui-là. Pour ajouter des dates de naissance à ma liste déroulante de dates de naissance, je vais faire ma combo box.items. Items c'est quoi? Ça va être la liste de chaînes de caractères que je propose dans ma liste déroulante. Et après j'ai juste à faire .add 1990, 1991, 1900, etc. Donc je fais une boucle après. C'est comme ça que vous ajoutez, et les listes sont très utilisées en C#. Donc on va revenir juste avant. La gestion des erreurs. Vous avez vu ces mots-clés là? Try, catch, finally et throw. Vous les avez déjà vus? Au moins le throw, je pense. Non? Donc en C, quand vous aviez un bug dans votre programme, qu'est-ce qui se passait? Ça crache, ça fait erreur d'accès, violation machin, mémoire, avec une erreur un peu particulière, vous savez vraiment pas ce que c'est. Maintenant imaginez, vous vous souvenez? Dans mon affichage de jeu, on va reprendre un petit peu le code que j'avais là. Donc ça, on va supprimer l'histoire des listes. Je vais garder mon guerrier. Et je vais reprendre mon code là. Donc ici, quand je fais un set personnage, je le mets en X et Y. On avait dit ici, si je sors de mon tableau, ça fait rien. Ok? Si je le sors de mon tableau, ça ne changera pas
taille de place, donc on va tester. Hein. Donc là, il est là. Si je le sors de mon tableau, il est plus dans mon tableau. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ma méthode ici, elle a return. Maintenant, en C#, il y a une gestion des erreurs qui se fait. Donc là, ce qu'on va faire à la place du return, c'est qu'on va faire un throw. Throw qui veut dire lancer. Les exceptions, c'est... Comment? Quand vous rencontrez une erreur, vous lancez l'exception. C'est-à-dire, vous êtes... je suis cette personnage, enfin cette char plutôt. Je rencontre une erreur, je dis, j'ai une erreur. Pour le moment, je vais faire ça. Donc une exception, ça se fait comme ça. Throw new exception. Vous avez plusieurs constructeurs, vous voyez. Donc polymorphisme de méthode. Celui-là, on l'a déjà vu. C'est le cri 1, cri 2. Donc c'est les constructeurs, vous l'avez déjà vu. Soit je fais une exception avec un message, soit une exception vide, soit une exception avec une autre exception. C'est particulier, vous vous en servirez pas. Donc là, c'est quoi? Exception. Les positions ne sont pas correctes. Non, ça c'est pas un write line, hein. Ça c'est juste le message de mon exception. Pourquoi je lance une exception? Pourquoi j'ai une erreur? Bah tiens, cristalline. Tiens, les positions ne sont pas correctes. Ça veut dire j'ai une erreur, les positions ne sont pas correctes. Moi je la lance. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon programme ici, je fais ça. Quand je vais faire 7 personnages, ici c'est ici que ça va planter. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Là actuellement je suis à mon deuxième affichage. Donc là je vais passer ici. Paf! Je retrouve mon système exception. Les positions ne sont pas correctes. J'ai fait moi-même, j'ai décidé de faire crasher mon programme parce que les positions n'étaient pas correctes. Maintenant, imaginons, tu peux pas rendre ça à un utilisateur. Il arrive là-dessus, il dit oulala, le logiciel il est buggé, j'ai peut-être fait une erreur, etc. Ça peut arriver qu'ils se disent, bah je vais le mettre en 10-10. Je sais pas, il s'est trompé, etc. Comme vous avez pu faire ça en C, tapez A au lieu d'un chiffre dans un menu. Vous avez un menu 1, 2, 3, 4, vous gérez que vos chiffres, vos lettres, vos chiffres, et le mec il tape AZERTY. Là, boum, le programme il plante. En C#, il y a quelque chose qui est très très bien, c'est un bloc try-catch. Ça ressemble à ça. Donc ça se retire. Try, ça veut dire essaye. Tout ce qui est entre accolades, il va essayer d'exécuter le code ici. S'il rencontre une erreur, récupère l'erreur. Donc c'est là qu'il s'occupe de reprendre l'erreur. Donc l'erreur qui sera une exception. Et avec cette erreur, tu fais ce que tu as envie. Donc imaginons moi là, j'ai le mec qui me met 10-10. De base, je le mets, imaginons il se plante. Je vais faire... déjà je vais faire un console writeLine de l'exception. Du message de l'exception. Donc là j'utilise une propriété par exemple, vous l'avez vu, vite fait. Là c'était une clé à molette, donc c'est une propriété. Donc je vais lui afficher les index sont hors, enfin les positions ne sont pas correctes. Et de base, je vais remettre son personnage dans des positions que je connais et que je sais correctes. Voilà, comme ça. Donc là, qu'est-ce qui est à vérifier si c'est correct? C'est mon set personnage. Parce que set personnage, dans afficher jeu, c'est ça. Ça utilise set char. Set char, ça peut lancer une exception. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, je gère mon exception. C'est-à-dire que là, mon erreur, si elle survient, je lui ai appris le comportement pour réagir face à cette erreur. Donc là, il va se passer une erreur. Ouais, vous la verrez pas. Attends. C'est... Le problème, c'est que à chaque fois que je fais un affichage, je clear. Donc l'erreur, quand je la console writeLine, elle est clear. Donc je vais juste retirer ça pour tester. Donc là, on va avoir plusieurs tableaux, mais c'est pas grave. Donc le deuxième tableau. Le troisième tableau, j'ai les positions ne sont pas correctes. Et j'ai... D'ailleurs, il apparaît pas dans mon tableau. Ah oui, normal, parce que... Non. Pourquoi il est pas dans mon tableau, vous savez ou pas? Vous savez me le dire? En voyant ce code-là. Qu'est-ce qui plante? Ça. Là, mon code plante en faisant 7 personnages. 7 personnages, c'est quoi le rôle de ça? Qu'est-ce qu'il fait, cette méthode-là? Elle fait quoi? Elle va changer l'espace vide de mon tableau en P, ou M, ou G. Donc là, si je remodifie mes positions, c'est pas de la magie. Il faut que je lui dise ça. Donc là, ça devrait fonctionner, ça devrait bien me le mettre en 2-2. Donc là, j'ai un crash et je l'ai en 2-2. Ok? Ça va?
Tout le monde suit? Waouh. Tout le monde dort? Ouais. Bon. On va voir vite fait. Ça, je sais pas si je l'aborderai. On va voir vite fait les interfaces maintenant. Un personnage, un guerrier, un mage, etc. Tout ça. Ça va implémenter un comportement. Donc imaginons là le comportement, ça va être. Je suis obligé de faire comme ça. Et je vais l'appeler I dégâts. Donc ça c'est un comportement de dégâts. Donc on va dire, ça veut dire que celui qui implémente ce comportement va être capable de faire des dégâts à un autre personnage. Comment je vais dire ça? Je vais dire public void fait des dégâts à un personnage. Vous voyez, ça se lit quasiment comme du français. Hein. Donc ça va faire des dégâts à un personnage. D'accord? Maintenant, imaginons, dans mon jeu, j'ai des healers. Bah, le mage, on va, ouais, allez, le mage peut soigner. Allez, hop. Donc j'ai un healer. Donc lui, il a public void soigne et un personnage. Il manque une majuscule. Donc voilà, là j'ai deux nouvelles interfaces, e-healer et e-dégâts. Ces interfaces, elles implémentent des comportements, des contrats. Donc ça veut dire que si dans mon guerrier, je lui dis... Normalement c'est comme l'héritage, ça s'écrit comme l'héritage, si je me plante. Je suis dans mon guerrier là, c'est e-dégâts. Donc si j'implémente mon interface e-dégâts, vous voyez la couleur est différente déjà. Le fait que ce soit une interface, c'est différent. Si je compile, normalement, j'ai une erreur. C'est quoi? Oui, pardon, excusez-moi. On peut pas définir... Ouais, bon, ça c'est parce qu'il s'est pas mis à jour. On peut pas définir d'encapsulation dans une interface, apparemment. Donc là, c'est celle que je voulais. Donc là, vous voyez... Je lui ai dit au guerrier, tu implémentes l'interface dégâts, donc tu dois respecter le contrat dégâts qui est de définir une méthode qui s'appelle fait des dégâts. Donc là mon erreur c'est n'implémente pas mon interface, machin, donc il faut que je l'implémente. Qu'est-ce que je peux faire pour l'implémenter? Donc Visual Studio nous le fait pour nous, quand vous avez une interface, non c'est... Normalement on peut... Voilà, c'est ici. Implémenter l'interface e-dégâts. Paf, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là, tiens? Vous avez un throw. Un throw, ça s'appelle une exception, ça se lance. Une exception, moi je vous ai montré la classe exception. Maintenant vous pouvez faire lancer n'importe quelle classe. Il faut juste, c'est lancer un message en fait que vous faites. Là, le message, c'est le nom de la classe carrément. C'est not implemented exception, ça veut dire la méthode n'est pas implémentée. J'ai pas de code. Imaginons, je l'utilise. Qu'est-ce qui va se passer? Si je l'utilise dans mon programme jeu. Ici, imaginons. Non, ça je vais le rendre. Ouais, ceux qui veulent plus participer peuvent partir. Ça me dérange pas moi. Après là on rentre dans du technique donc. Donc mon personnage, non c'est pas ça. Mon guerrier. D'ailleurs là on va pas pouvoir le faire. Mon personnage, mon P là, c'est un guerrier. Le fait est que c'est stocké en mémoire comme un personnage. Donc ici, j'ai pas la méthode qui définit les dégâts, vu que c'est pas un guerrier. Maintenant, on va le spécialiser. Donc là, on sait que c'est un guerrier, on est sûr que c'est un guerrier. Il va avoir fait des dégâts. Donc je vais créer un deuxième personnage. Hein. Ouais, on va le faire un mage d'ailleurs. Il va faire des dégâts à un mage. Donc là, si j'exécute, je me mange. La méthode ou l'opération n'est pas implémentée. Logique. Je pourrais la try catch et empêcher de planter le programme et gérer mon erreur.
Là, ça, c'est fait exprès juste pour te dire, bah, tu l'as implémenté, mais tu l'as déclaré, mais pas implémenté. Donc maintenant, je vais utiliser ça. Là, on arrive dans la vie. Donc, il va falloir que ma vie soit publique, ou alors, pardon, ici, ou alors soit qu'on puisse accéder à la vie d'un objet, autre que la nôtre. Donc là, le guerrier, quand il va faire des dégâts, c'est pas sa vie qui va changer, c'est la vie du personnage à qui il va faire les dégâts. Donc là, on va devoir faire un getter et un accesseur, des accesseurs, un getter et un setter. Donc là, fait des dégâts. Le guerrier, quand il fait des dégâts, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, ça c'est le personnage. On va rajouter juste un petit truc. Protected, int, dégâts, égale 10. De base, un personnage fait 10. Un guerrier, lui, il va rajouter 10 à ses dégâts. Vous voyez ce que j'ai fait là ou pas? Ça a été rapide, mais est-ce que vous avez compris? J'ai rajouté un attribut dégâts, et dans le guerrier, je dis il fait 10 de plus de dégâts. Maintenant, mon personnage ici. J'ai quoi là? Ah oui, ok. Donc un personnage... Oui, non, c'est bon, c'est ça. C'est ça, pardon. Pourquoi j'ai pas... Ah, il est en protected. Vous voyez un peu? Là, j'avais la propriété qui était en protected, du coup, j'avais pas accès ici. Maintenant, je l'ai. Ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est p.vie, c'est la vie de celui que je vais frapper. Donc, je vais faire moins égal. Les dégâts de qui? Du guerrier. Donc là, j'ai deux façons de faire. Pour, dans le code, référer à l'instance actuelle du guerrier, je peux faire this. This, c'est comme si j'utilisais l'instance actuelle. Point. Dégâts. Ça fonctionne. Étant donné que je suis dans la classe, là, le this, c'est équivalent à ça. Ces deux choses-là, ça référence l'attribut de la classe. Le this, c'est juste pour spécifier un peu plus. Imaginons, on a plusieurs trucs où il y a du dégât. Tout simplement. Imaginez, c'est débile. J'ai ça là, et j'ai ça ici. Il va me dire... Oui, forcément. Dégâts.vie, moins égal dégâts. Il va me dire... Tu peux pas faire ça entre un int et un personnage. Forcément, dégâts, c'est un personnage, et la vie, c'est un int. Donc tu peux pas faire moins dégâts. Donc là, il faut que je référence les dégâts de la classe actuelle. Donc this.dégâts. Et là, ça va être quoi? C'est bien les dégâts du personnage. Et le dégât ici, c'est bien le paramètre de la méthode qui est ici. Vous voyez un peu le fait d'utiliser this? Si vous le voyez, c'est pour cette raison-là. C'est une de ces raisons-là. Donc on va reprendre du code un peu plus propre. Donc voilà, on peut faire des dégâts maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? P fait des dégâts à M. Tiens, attendez, on va rajouter un comportement. Le personnage, c'était bien, il me disait je suis un personnage. Ça sera intéressant ici d'afficher la vie. Donc là, on va ajouter juste ça, plus vie. On utilise la propriété ou l'attribut, on s'en fiche, on est dans la classe. Et voilà, c'est réglé. On va juste mettre un petit S. Non, il y a une virgule. Hop. Donc là, le fait de modifier la classe personnage, je vais aussi modifier le comportement de quelle autre classe? De guerrier de mage. Voilà, de guerrier de mage. Donc là, je fais P fait des dégâts au mage. J'affiche le mage. Merde, j'ai oublié console readline. Ouais, ça lag un petit peu. Console readline. Je suis un personnage avec 90 parce qu'il vient de prendre 20 de dégâts. Maintenant, le mage, il peut se heal. On va implémenter le comportement dans le mage. Donc imaginez, ça c'est tout simplement... Le mage, il implémente... il vient d'aller voir son entraîneur, voilà, il sait se soigner après. Pareil, j'ai juste implémenté e-healer. J'implémente les trucs. Bon, je retire ça vu que là, je vais l'implémenter. Le personnage, il va prendre sa vie. Et on va dire que, bon, on va pas s'embêter à recréer une puissance de sort, machin, etc. On va dire qu'à chaque fois qu'il soigne, il rajoute 50 de vie. C'est sympa, hein, lui, là. Il heal 2 fois plus que le guerrier. Bon. C'est déjà fait. Ouais, bah, faut qu'il dépasse. Ouais, là, il va avoir ça en temps. Donc, tiens, c'est une super bonne idée. Donc, imaginons la vie, là,
On la limite, notre guerrier, on se souvient que notre guerrier, il a 50 de vie en plus. Bon, pour faciliter le truc, on va lui mettre juste 120 de vie. Ouais, si, ça passera. On va lui mettre juste 120 de vie. Donc maintenant, mon healer, il peut soigner. Alors attendez, on revient dans le bon code. Il va rajouter 50 de vie à quelqu'un. S'il soigne et qu'il a 80 de vie, le maximum qu'il peut atteindre, c'est combien? 100. Non, non. Là, le guerrier, il a 120 de vie. Bah 100. Donc, on va dire que le maximum, c'est 120. On le décide là tout de suite, parce que c'est comme ça, dans mon jeu, 120 de vie, ce sera le maximum. Là, s'il soigne, on prend la vie. On fait plus égal 50. Donc là, il a 80 de vie, il gagne 50, il va arriver à 130. Donc il va y avoir un bug. Enfin, il y a un truc que j'ai pas vérifié. Maintenant, on utilise quoi ici? La vie du personnage. Et ça, c'est quoi? Le fait de faire vie, là. Regarde, si je fais contrôle espace, c'est une clé à molette, c'est une propriété. La propriété, on revient dans personnage, on regarde vie. Ah, 7. Le 7, il est là. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un setter, on est d'accord. Je peux mettre la vie à la valeur. Maintenant, je veux limiter la vie. Je fais comment? Si la value est supérieure à 120, vie égale 120. Sinon, sinon, la vie vaut la valeur. Et là, je modifie un peu mon setter, je lui rajoute une condition. Et vous voyez bien, c'est le personnage lui-même qui va limiter cette valeur. C'est pas le fait des dégâts ou le heal. J'ai pas dû vérifier dans mon mage, sinon, là, j'ai pas dû faire si la vie du personnage dépasse pas ce machin quand je vais heal. Ça va être fait automatiquement en fait, n'importe quand, même quand on fera plus de heal ou moins de heal. Donc du coup là, ça a bloqué tous les personnages du jeu, les mages, alors que les mages j'ai pas touché, les guerriers et tous ceux que je peux créer derrière. Je compile. Sauf que je m'en sers pas, donc ça servira à rien. Donc là, je vais dans mon jeu. Mon mage, qu'est-ce qu'il va faire le mage? Il va se soigner lui-même. Soigne. Rien ne t'empêche d'utiliser la classe sur elle-même. Donc, oui, effectivement. Donc là, je vais afficher mon mage quand il s'est pris les dégâts, mon mage quand il est soigné. Il a bien 120 de vie et pas 130. Il est bloqué à 120. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Donc là, on a vu les classes, les interfaces, l'héritage, un peu de polymorphisme, voire même beaucoup. Et on a même utilisé un peu plus de propriétés pour en faire quelque chose de réel. Est-ce que j'aborde ça ou pas? Il est quelle heure? Non, ouais, il est 45. Je vais juste finir sur ça. Donc le C#, c'est un langage RTTI. Ça veut dire Runtime... je saurais même pas vous le dire de tête, en fait. Ouais, je sais, je suis un conférencier débile. Bidon. Top, Runtime Type Information. Merci Wikipédia. Ce qui veut dire que, quand vous exécutez votre programme, votre variable en C, comment vous pourriez savoir que lol, c'est un int en C? Il n'y a pas vraiment de moyen de le savoir en fait. Sauf qu'en C#, donc là on va le faire sur mon mage par exemple, vous avez getType, obtient le système.type de l'instance actuelle. Et là du coup, le nom, donc un type c'est une classe qui va être le type avec plus d'informations. Le type il va avoir des attributs, des méthodes, etc. vu que c'est un mage. Et là, pendant l'exécution du programme, je vais récupérer le type de la classe, là. Hop. Ouais. C'est chiant ça, ils auraient pu faire un truc. Donc là, on voit bien que c'est un mage. Maintenant, on va faire juste un petit test. On le laisse en personnage. Quel type il va avoir? Un mage. Parce que ça reste un mage en mémoire. Et voyez, on peut faire des vérifications justement si c'est un mage. Maintenant, imaginez, vous avez besoin de savoir dans vos calculs de dégâts, si c'est un mage, il prend 10% de dégâts en moins. Comment on peut faire ça? Donc là, dans dans mon guerrier.
Un personnage guerrier? Ça là? Tu te souviens de tout à l'heure la liste de personnages? Si tu fais une liste de guerriers, imaginons, tout à l'heure, je fais ça, pardon. Si je fais ça, tu penses, ça va faire quoi si je fais ça? Là, j'ai... Fonctionne pas. Forcément. Un mage, c'est un personnage, mais c'est pas un guerrier. Donc tu vois l'intérêt de mettre un personnage maintenant? Ça peut servir à ça. Mais là, je suis sur du jeu. Mais sur d'autres trucs, ça peut être une fenêtre. Dans une fenêtre, tu as des composants. Les composants, ils ont tous une position XY. Maintenant, les composants, ça peut être quoi? Un champ de texte, un label, juste un texte écrit, une liste déroulante, un tableau. Ça peut être énormément de choses différentes. Par contre, tous ces composants ont un X et un Y. Donc, pour afficher tes composants à l'écran, tu auras une liste de composants, peu importe leur classe. Tu vois l'intérêt maintenant en développement? Là, je suis sur plus du jeu, quoi, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, Instance Off, il existe ou pas? Pardon, alors, hop. Ici, j'ai juste à faire un truc du genre p.getType. Tu le regardes. Non, c'est ça. Non. Ah, mais je suis dans soigne. Voilà. Pardon, je l'ai fait dans soigne alors que j'avais parlé de ça dans dégâts. J'avais dit si c'est un mage. Oui. Si c'est un mage, ses dégâts sont divisés par 10. Donc si c'est un mage, parce que mage c'est cheaté, voilà. Ah, on va dire qu'il prend la moitié des dégâts carrément pour simplifier le truc, je vais pas faire des pourcentages. Ouais, oui, oui. Donc, s'il vous plaît, commencez pas à parler, il vous reste 10 minutes. Soyez motivés, il reste plus grand chose. Donc là, c'est un mage. Dans mon jeu, si je fais faire des dégâts à mon guerrier, donc P. fait des dégâts à mon mage, logiquement tout à l'heure il avait 80 de vie, là il en a 90 logiquement. Oui. Il faut juste que je mette M. Donc de base, par exemple, quand vous en C#, quand vous utilisez un WriteLine sur n'importe quelle classe, ça va faire M, là M.toString. Il va obligatoirement appeler le .toString de votre classe. Donc j'ai même pas besoin de le préciser. D'où le fait de tous les objets héritent de Object, la classe Object en C#. Donc voilà, là j'ai 90 de vie, donc ça a bien fonctionné. J'ai mon comportement qui fonctionne. Bot m'a dit un truc, un mage ça peut pas faire de dégâts. Allons-y. Regardez, c'est aussi simple que ça. Donc ouais, après ça peut faire des dégâts magiques, il peut avoir une armure, une résistance magique, etc. On va pas s'embêter à la tête non plus. Le mage, c'est cheaté. Fait 200 de dégâts. Quoi? Oh bah pourquoi pas. Ouais, il est full stuff en fait. Non, là il a 0 snap. Maintenant, 0 stuff, sinon il te tue, mais même quand t'es mort, il te retue. là pareil, j'ai pas fait des dégâts parce que je suis sur un personnage. Donc je le spécifie en mage. Fait des dégâts au guerrier. Donc là, ouais, j'en ai un. Vous voyez pas? Vous me le dire hein, quand vous voyez. Putain, j'aurais pu la zoomer. Ah. Comme ça il retourne qui est mort. Tu deux fois. Donc là, j'ai une erreur. Le nom G, oui, normal, c'est pas G, c'est P. Le guerrier il s'appelle P, parce que je l'ai laissé en personnage tout à l'heure. Donc là il a moins 80 de vie. Forcément il s'est pris 200 de dégâts, donc il a 120 de vie. Là d'ailleurs, si on veut juste rajouter un truc, que la vie des personnages elle soit à 0, j'ai juste à rajouter un petit if ici. Moins 80.
Il a 120 de vie, il prend 200 de dommages. Ça fait moins 80 de vie. Et il vient Regardez d'ailleurs, un truc qui simplifie les choses. Maintenant, je veux savoir si mon guerrier est mort après ça. Donc on va juste faire un petit changement. Si la valeur... Donc là, si la valeur est inférieure à 0, on met vie égale 0, on le limite à 0, donc entre 0 et 120 là. Maintenant j'ai autre chose, je veux savoir si mon personnage est mort, comment je peux faire? Donc regardez, là... Donc là, il va avoir 0 de vie. Donc soit je fais... Vous connaissez les conditions comme ça? Ouais. Donc là, je ferai juste un if vie égale 0, j'affiche personnage mort, oui. Sinon, mort, non. Maintenant, on connaît les booléens. Donc là, je pourrais afficher la vie du personnage, ça m'affichera 0 ou plus. Maintenant, je veux, à partir de cette vie, proposer une méthode qui me dit s'il est en vie ou pas. Enfin, même pas une méthode, une propriété. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je reprends juste ça vite fait pour... J'ai besoin que du getter. J'ai besoin d'un booléen. Je l'appelle est en vie. Je le code moi-même. Donc là, il n'y a pas le point virgule derrière, pardon. Donc le get, ça va return. Attention, c'est une condition en fait. Quand vous faites une condition if, quelque chose entre parenthèses, ça c'est un booléen. Le égal, ça va transformer votre truc en booléen. Donc là, si je fais vie égale 0, ça devient ça là, un booléen. Donc ça vaut 1 s'il est mort, 0 s'il est en vie. Donc là, ce que je cherche à savoir, logiquement ma variable je l'ai appelée est en vie. Donc est en vie, ça vaut true s'il est en vie. Donc si c'est pas égal à 0. Et si c'est égal à 0, il est mort. Donc je reviens dans le jeu. Maintenant, vous voyez, j'ai pas créé d'attribut en plus. J'ai pas créé d'attribut en plus, par contre je vais avoir est en vie. Et donc là, personnage mort, il va me mettre false. Donc je me suis planté. Ah oui, bah oui. C'est parce que là c'est est en vie. Je l'ai pensé dans le sens où il est en vie. Il est à vrai s'il est en vie. Sinon il est à false. Donc là, vu qu'il est à false, il est mort. Maintenant on va nerf un peu le mago, hein, juste pour test. Parce que bon, c'est un peu cheat. En fait, le développeur il s'est planté, il a mis un 0 de trop. Là il est en vie. Forcément, il a 100 de vie le guerrier. Ouais. Vous voyez un peu la puissance de l'objet maintenant? Des propriétés, des méthodes, etc. Donc voilà. Juste un petit dernier point. Vous aurez souvent des bugs pour trouver d'où il vient. Donc je sais pas si vous avez vu la diapo. Hein. Il y a un debugger dans Visual Studio. Regardez, c'est aussi simple que ça. Vous mettez un breakpoint. Donc un breakpoint, ça veut dire dès qu'il va arriver à cette instruction, Visual Studio va s'arrêter, va se stopper. Il va vous rendre la main. Et il va vous dire, bah vas-y, si tu veux, je peux t'exécuter là, celle-là, celle suivante, rentrer dans la méthode, exécuter pas à pas vos instructions, etc. On va essayer. Donc là, je lui dis, arrête-toi avant, fais des dégâts. Donc dès le début, en fait. Il a arrêté ici. Maintenant, j'ai 3 petits boutons. Pas à pas détaillé, pas à pas principal et pas à pas sortant. Donc pas à pas principal, ça veut dire, là, il va pas rentrer dans la méthode fait des dégâts, il va passer tout de suite à console write line. Moi, je vais aller voir ce qui se passe dans fait des dégâts. Imaginons, j'ai un problème... Mon personnage fait énormément de dégâts, je sais pas d'où ça vient. Paf, je rentre dans fait des dégâts. Donc là, il m'emmène dans fait des dégâts, je suis ici. Il te montre où il est. Je continue. Là, ce que je peux faire, c'est je mets ma souris sur... Bah, attendez, il faut que je continue encore un petit coup. Normalement... Attends. C'est où les... Ah, je l'ai pas affiché. Il est où? Ah, ils sont là, c'est là. Donc voilà, là par exemple, on récupère nos variables. Ici, le zis, quand je suis ici, là, le zis actuel de l'instance, c'est le guerrier qui fait des dégâts. Le personnage P, le paramètre, je l'ai ici. Je suis un personnage et je suis un mage. Donc le personnage qui va prendre des dégâts, c'est un mage. Ah, donc ok, le getTips, c'est un mage. Donc je vois que les dégâts sont divisés par 2. Je comprends d'où ça vient. Donc là,
je vais ressortir de ma méthode, c'est bon, les dégâts sont faits. D'ailleurs, on peut regarder la vie du mage, on peut regarder tous ses attributs. Vous voyez bien, la vie du mage, elle est à 90. Donc là, 77, c'est le code ASCII du caractère M. Donc c'est pas compliqué, vous l'avez fait, hein, vous l'avez vu. Les dégâts, on peut voir tout, s'il est en vie, etc. Ok. Donc là, je peux ressortir de ma méthode. Donc soit je continue en détaillé, de toute façon, vu que c'est un crochet de terminaison, il va revenir. Donc je reviens là. J'aurais pu utiliser ça pour sortir en plein milieu de ma méthode. Donc attends, je vais vous la refaire. Donc, par exemple, on la refait vite fait, je vous montre juste le deuxième bouton à quoi il sert. Donc là, j'arrive, je crache ici. Enfin, je stop ici. Je suis ici. Je me dis, ok, j'ai compris. Je veux ressortir de la méthode fait des dégâts, j'appuie là. Je reviens au menu principal, il a fini la méthode, il est revenu direct là. Maintenant, je me dis, bon, je vais pas me taper l'effet des dégâts à chaque fois. Console write line, je vais pas rentrer dedans, c'est du système, ça m'intéressera pas. Fait des dégâts, je sais ce que ça fait, donc voilà. Hop, voilà. Donc là, on est dans le jeu, donc on a toujours this. On peut récupérer mon mage, mon affichage, et mon personnage. Dans mon affichage, on peut voir la map. La map, on peut la voir item par item, et on voit que c'est des tirets en première ligne. Ensuite, on voit que ici, c'est rien ou une barre, etc., etc. Donc on peut vraiment tout explorer. C'est la puissance du debugger de Visual Studio. Ensuite, on peut même ajouter des watchers, donc un espion. C'est-à-dire qu'imaginons, je veux toujours voir la vie de mon guerrier. Je fais p.vie, donc j'utilise du code, je code, clairement je code. Je fais p.vie, j'ai 100. On va relancer le debug. Donc ça, il sauvegarde les watchers. Donc là, hop, on retrouve notre p.vie. Maintenant, je me bats dans le programme, je me dis, ok, je vois 120. Hop, je continue, je cherche d'où vient l'erreur. Ah, il me prévient, il l'a transformé, il a mis une couleur rouge, donc là, je sais pas si vous le voyez bien. Mais en tout cas, ça, c'est devenu rouge. Et ça me dit, attention, ça a changé, cette valeur-là, elle a changé. Donc je peux faire, ok, donc c'est cette ligne-là qui change cette valeur-là. Vous pouvez trouver vos bugs comme ça. Donc c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez, c'est quand même assez simple à s'en servir. Le breakpoint, vous pouvez le changer. Donc imaginons je veux qu'il s'arrête une autre fois quand il sera inline. Si je redémarre le programme, il va s'arrêter dès qu'il va re-rencontrer un breakpoint. Il suffit juste de cliquer sur le bord là, et vous mettez des breakpoints où vous voulez. Vous avez la pile des appels, donc ça c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est là actuellement, cette ligne-là, elle est appelée depuis le constructeur jeu, donc je suis dans le constructeur de jeu, qui est appelé dans le main, dans programme.main. Donc en fait, il est où mon main? Je l'ai plus. Donc en fait, cette ligne-là, elle vient du constructeur de jeu qui est dans le new jeu, qui est dans le main, si vous vous souvenez. Ouais. Vous voyez un peu la pile des appels, à chaque fois on a changé de classe, etc. Donc voilà. Allez plus loin. Donc ce qu'on n'a pas abordé dans la conférence, il y a pas mal de choses. On a loupé les delegates et les événements, parce qu'ils sont un peu compliqués et que vous n'en aurez pas besoin tout de suite. Vous les utiliserez quand vous ferez du graphique, que vous double-cliquerez sur un bouton, et que ça vous créera un on-click, c'est un événement. Vous le ferez automatiquement, c'est automatiquement géré par Visual Studio, c'est assez simple à voir. Les classes abstraites, on n'a pas abordé ça là, parce que les classes abstraites, au final, un personnage, on aurait pu faire ça en abstrait. Ça veut dire qu'on ne peut pas instancier une classe abstraite. Et il y a d'autres choses que vous verrez vous, mais une classe abstraite, on ne peut pas l'instancier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un personnage. Un personnage devra être obligatoirement un mage ou un guerrier. Mais il aura les mêmes compétences qu'un personnage. Le personnage existe, mais ne sera pas instanciable. On ne pourra pas faire un new personnage. Les templates, c'est exactement ce qu'on a vu dans la liste. Le fait de faire une liste typée sur un personnage, une liste de personnages, une liste de guerriers, une liste de mages. Le truc entre les crochets, ça s'appelle un template. Ou un paramètre générique, la généricité en C#. Donc voilà. Les indexeurs, c'est un peu particulier. C'est pouvoir faire votre classe, crochet 1, crochet, et c'est vous qui gérez ce que ça veut dire le crochet 1, crochet. Donc ça reste un peu plus compliqué. Les mots-clés async await qui viennent de sortir, donc ça sert à faire... vous savez, quand vous chargez un site internet ou peu importe, vous n'avez pas votre ordinateur qui se met à freeze d'un coup. Vous êtes déjà arrivé dans les applications comme ça où vous chargez un truc et paf, il n'y a plus rien qui répond. Donc le fait que ça réponde plus, c'est parce que ça fait un traitement en cours, ça charge un fichier, quoi que ce soit, etc. Alors que dans vos jeux, par exemple, vous avez une barre de chargement qui continue de se charger. Ça, c'est parce que ce système-là, c'est deux threads, c'est-à-dire vous avez votre programme et un autre truc qui est lancé à côté qui charge, qui dit à votre programme, ça y est, j'ai augmenté un peu, j'ai chargé un truc, j'ai chargé un truc, j'ai chargé un truc, du coup, ça augmente. Async await, ça permet de faire ça en super simple, en C#. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. C'est surtout très utilisé sur le Windows 8. Maintenant, il n'y a plus que ça. Tout est en async await.
pour éviter justement sur Windows 8 que vous ayez des trucs qui freeze. Microsoft veut absolument que vos programmes aient l'air d'être super réactifs, parce que en fait si tu fais un programme qui crache, qui fait plus bouger ton interface métro, ça fait pas de la bonne pub pour Microsoft, quoi. Donc eux t'obligent à utiliser du A5 Await pour éviter tout le temps de bloquer ton interface. Les mots-clés var et le typage anonyme, donc ça, et as aussi, donc c'est des mots-clés du langage qui permettent de faciliter encore un peu le développement. C'est un peu comme des propriétés, etc. Le yield return et l'interface énumérable, en fait ça c'est pour gérer les for each. Si vous voulez créer une classe, qu'on puisse utiliser un for each, il faut implémenter l'interface énumérable, donc respecter un contrat, le contrat de répondre à un for each, et après utiliser le yield return. Le mot-clé ref, le code unsafe et les pointeurs. En C#, on perd pas la notion des pointeurs, on l'a toujours, elle est cachée pour vous, mais on peut quand même s'en servir. Il suffit de cocher une boîte à cocher dans les options de compilation, qui est unsafe, et après on peut se servir de pointeurs. Les pointeurs en C# c'est un peu particulier, donc je vous laisserai le découvrir tout seul, même pas du tout. On parlait des listes. Les listes, c'est une liste d'objets, une liste de personnes, une liste de personnages. Maintenant imaginez, c'est une base de données votre liste de personnages. Vous pouvez faire du where, vous pouvez faire du select all personnage, machin, from personnage. Le link queue, faire du SQL sur des listes en C#, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout à l'heure je vous fais une toute petite démo de la puissance du truc. Je pense que je peux l'utiliser sans rien faire. C'est-à-dire que LinkQ, c'est ça. Je peux faire un where. Là, je choisis un truc et je peux faire... je saurais pas vous le montrer parce que je m'en sers très rarement du LinkQ. Mais ici, je peux faire un where, la vie est supérieure à 100. Et ça me renvoie dans la liste. Tu as la liste de tous les personnages. Ça va trier la liste, ça va regarder les personnages qui ont une vie supérieure à 100 et ça va les renvoyer dans le truc comme ça, quoi. Là, ça sera la liste, une nouvelle liste qu'avec les personnages avec plus de 100 de vie. Donc voilà, c'est super intéressant. La surcharge des opérateurs, c'est-à-dire que quand dans votre code vous faites int i égale 2, si vous faites i plus 2, plus c'est un opérateur, vous pouvez le surcharger. Si vous voulez, vous pouvez dire qu'il ajoute 2 et en plus de ça, il ajoute 1 en plus. Ce serait débile. C'est possible. Vous pouvez surcharger quasiment tous les opérateurs. Donc là, c'est déjà du plus balèze. Il n'y a pas... À petite échelle, il n'y a pas énormément d'intérêt. Utilisation de DLL, donc c'est les DLL, vous en avez déjà vu. Dans vos jeux, il y en a plein à côté. C'est pour séparer un peu votre code. Quand vous avez des gros projets, vous allez avoir votre code qui va avoir une DLL pour afficher le jeu, une autre pour aller contacter le serveur, récupérer vos informations, une autre pour charger d'autres trucs, etc. Les DLL, c'est du code, en fait, c'est des namespaces, mais dans d'autres fichiers. C'est comme si vous aviez un .exe, mais dans plusieurs fichiers. Il n'y a qu'un .exe qui va chercher les méthodes dans les autres DLL. Donc c'est pas super compliqué à comprendre. Voir comment fonctionnent les DLL. Et devenir un dieu en C#, vous avez dans votre dossier Microsoft Visual Studio 2012, la spécification du C#, ça fait 550 pages. Vous avez absolument tout sur le C#, de A à Z. Forcément, c'est la spécification du langage. Si vous avez un truc que vous savez pas ce que c'est, que vous trouvez pas de réponse sur Internet, allez jeter un coup d'œil. C'est pas non plus... le truc de barbu incompréhensible, c'est écrit en anglais. Il y a des exemples à chaque fois qu'il présente quelque chose. C'est super bien fait. N'hésitez pas à aller... Hein? Ouais, oui, mais t'as un CTRL F. 550 pages, certes, mais tu fais CTRL F for each si tu veux voir ce que c'est que du for each. Et voilà. Et t'as un sommaire au début. Voilà. Il est midi et quelques, je vais vous lâcher. N'hésitez pas. Hein.